Eh bien, on va démarrer. Donc, on va passer une heure et quart à parler de l'évolution, des tendances d'évolution des compétences donc, dans le secteur du commerce. Et pour ce faire, j'ai deux invités que je vais vous présenter. Alors d'abord, Émilie Rousseau. Émilie Rousseau, qui est directrice branche et observatoire pour OpCommerce. Émilie intervient depuis 10 ans dans le monde des OpCo. Hein, et ça fait plus de 6 ans que vous êtes dans l'univers du commerce, donc c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien. Et puis, Émilie va nous présenter une étude qu'elle a pilotée donc, au niveau de l'OpCommerce. Et ensuite, nous avons un grand témoin, donc, qui est David Le San. David est directeur des ressources humaines de K-Parka et dirige aussi l'organisme de formation de la structure. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que David a eu un parcours dans différentes structures avant, hein, chez Altran, chez Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, c'est ça, Saint-Gobain-Isover. Et puis, il a été président de la commission formation de la Fédération de la vente directe pendant 3 ans. Et il enseigne également comme vacataire en licence management des équipes commerciales pour le CFA Stephenson et pour l'UPEC. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite par une étude qui a été faite donc, par OpCommerce, pilotée par Émilie, et donc qui va nous la présenter. Alors, hop, voilà Émilie, votre micro. Je vais me lever, ce sera plus dynamique, comme vous êtes en pleine digestion, ça va être bien. Alors, hop. Donc en fait, pour être plus précise, ce n'est pas une étude, c'est plusieurs études. Je vous ai fait une synthèse de toutes les études qu'on a conduites depuis 2017 au titre de l'Observatoire prospectif du commerce, qui a une spécificité, c'est qu'il travaille sur le secteur du commerce, en plus de tous les travaux qui sont conduits par les observatoires de branches qui, eux, se focalisent sur des spécificités de branches. Donc vous aurez une vision assez transversale, donc je pense que ça peut plus vous intéresser que des visions plus spécifiques branches. Et ça va me permettre de témoigner des 3 grandes tendances d'évolution du commerce et leur impact sur les métiers et les compétences. Et donc, une rapide présentation de l'OpCommerce et notamment des branches professionnelles qui le composent. L'OpCommerce, dans le nom, il y a ce qu'il fait, c'est-à-dire il couvre le commerce, mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que c'est principalement le retail et la grande distribution. C'est tout type de format. Donc on a des commerces intégrés, on a des franchisés, on a des indépendants, des associés. C'est tout type de taille, c'est-à-dire qu'on a le plus gros employeur de France avec Carrefour, mais on a aussi les tout petits, les photographes par exemple, ou des salariés uniques. On a des branches qui sont également très très variées, des toutes petites qui couvrent 36 entreprises jusqu'à des très très grosses qui couvrent, donc là la grande distribution qui couvre plus de 21 000 entreprises. On a, vous le voyez, du B2B, mais aussi du B2C. On a un peu de commerce de gros, mais principalement du retail. Et puis, vous le voyez, ça se répartit autour du commerce alimentaire. Il y a 3 branches. Du commerce non alimentaire, et là, on est dans l'équipement de la personne, mais aussi l'équipement du foyer, de la maison. Et puis, alors on a vécu une chose un petit peu particulière parce que c'était pas la dynamique générale, c'est-à-dire qu'on a eu une branche qui a fusionné, qui s'est scindée. Et donc, auparavant, on avait une branche qui s'appelait le commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, qui est devenu commerce de détail alimentaire non spécialisé et métier du commerce de détail alimentaire spécialisé. Donc on avait d'un côté les bio et puis de l'autre côté le marché, les cavistes, tout ça, le commerce spécialisé. Donc voilà pour le périmètre d'études. Donc je vais parler des entreprises qui sont issues de ces branches-là, des 20 branches adhérentes à l'OpCommerce. Et là c'est rapide, c'est pour vous dire que juste pour vous dire que l'OpCommerce, c'est du service, c'est 90 entreprises adhérentes, 1,7 million salariés. Donc si vous vous référez aux chiffres, enfin, à la définition du commerce, ce n'est pas les 3 millions,
puisqu'il n'y a pas le commerce de l'automobile, il n'y a pas non plus le commerce de gros, et il y a quelques retailers qui ne sont pas chez nous, notamment des indépendants. Ça explique pourquoi c'est que 1,7 million au lieu de 3. Un secteur intégrateur, puisqu'on fait beaucoup d'alternance, 65 000 alternants chaque année, on est arrivé à 100 000 l'année dernière. Et puis, l'Opcommerce, c'est 320 collaborateurs et 13 implantations régionales. Alors, allons maintenant dans le vif du sujet. De quoi parlons-nous ? On a 3 transitions principales. La première, qui a commencé dans les années 2010, c'est la transition digitale. On a une seconde qui est en cours, transition écologique. Elles se mélangent entre elles, mais pour plus de simplicité, je vous ai fait en 3 parties. Et puis, une transition servicielle qui est issue des évolutions des modes de consommation, des attentes des consommateurs, et donc qui impacte sur les produits, les offres de services, les positionnements des différentes enseignes du commerce. On va aller dans le détail. Voilà. Alors, je commence par la transition digitale. On est sur l'objectif, c'est d'avoir un commerce fluide, sans couture. Le mot historique, c'était l'omnicanalité. Nous, on parle de figital, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'être à la fois sur une offre physique, donc il y a le maintien du magasin, et une offre digitale. Et le tout en s'articulant de telle manière à ce que les vendeurs puissent retrouver leur chiffre d'affaires, qui soit sur du digital ou sur du physique. C'est ça tout l'enjeu de l'omnicanal. Vous le voyez, on est à la fois dans un flux qui doit être le plus fluide possible, d'une commande sur Internet pour aller chercher les produits dans le magasin, mais aussi de commandes dans le magasin avec des produits supplémentaires par le digital. Et on a aussi, donc ça c'est le service Web to Store, et puis on a aussi le service Web in Store, c'est-à-dire que là aussi ça impacte les compétences et puis l'agilité des vendeurs, puisqu'il faut que le vendeur puisse connaître son stock, avoir des informations via le digital, tout en étant dans le magasin, en servant son client en temps réel. Voilà ce qui se joue dans cette transition digitale, sachant que on constate, ça c'était une étude qu'on a conduite avec le Crédoc en 2020, donc juste au démarrage de la crise sanitaire. On constate que 18% des Français fréquentent plus le e-commerce, avec 22% des moins de 35 ans. Donc le e-commerce a gagné en fréquentation avec la crise sanitaire. Bah oui, on ne pouvait plus se déplacer, donc on est passé par le digital. Donc une croissance du digital, mais un maintien de l'importance du physique pour les consommateurs, puisque 28% des Français fréquentent plus les commerces de proximité et 39% de ces 28 ont plus de 65 ans. Donc vous le voyez, il y a une croissance du digital, ça c'est certain, mais il y a toujours un maintien du commerce physique dans les attentes des consommateurs. Ensuite, là, ce que je voulais vous mettre, c'est qu'il y a des enjeux, et ça se passe principalement dans la livraison, puisqu'on a une multiplication des parcours d'achat omnicanaux, et donc ça complexifie la logistique, la chaîne de logistique. Et puis, on a de forts impacts sur l'expérience d'achat et de livraison, sur la satisfaction et la fidélité des consommateurs. Si la livraison se passe mal, on perd le client. Donc tout ne se passe pas non plus dans le magasin et en lien avec le vendeur. Il y a aussi d'autres métiers qui sont impactés par ce figital-là. Il y a les enjeux des distances et des délais, c'est-à-dire que le magasin se transforme, ça c'est important, le magasin se transforme en centre logistique. Quand je vous parle de mutualisation des stocks, peut-être que vous en avez entendu parler, il s'agit des dark stores, c'est-à-dire qu'on mutualise les magasins, les stocks dans les magasins et les entrepôts. Et puis la flexibilité derrière, c'est la nécessité d'accroître et d'enrichir les services.
Qui dit enrichissement du service dit la possibilité de rendre des produits qui ne correspondent pas. Et là, ça a un impact sur la gestion des retours. C'est un vrai enjeu logistique dans le commerce aujourd'hui. Toujours sur la transition digitale, l'impact de la crise est aussi significatif sur l'image du commerce. Vous vous rappelez, on parlait des premiers de cordée, on a parlé d'activités essentielles. Tout ça a amené le consommateur à réfléchir sur sa manière de consommer et est apparu un enjeu du retail responsable. Et qu'est-ce qu'on met dans le retail responsable ? On met l'émergence d'une nouvelle norme sociale où on se dit il faut peut-être consommer mieux, mais moins. Il y a des défis de gestion des déchets, l'économie circulaire, c'est-à-dire comme alternative à la surconsommation. On a bien sûr l'émergence et l'importance du local avec le Made in France, des circuits courts et du commerce de proximité. Et puis après, il y a eu des modes différents de commercialisation comme le vrac ou le bio. Et donc, je vous ai donné quelques exemples d'économie circulaire avec la seconde main, la réparation, la location, qui au départ se faisait au niveau de l'individu, au niveau du consommateur, et qui progressivement a été également prise en main par d'abord ça a surtout été la mode, et puis ensuite sont venus des secteurs comme le mobilier, le sport, l'électroménager et même la grande distribution. Donc vous voyez, il y a une transformation qui vient de la base par les consommateurs et qui vient modifier les modèles du commerce. Deuxième transition écologique. On a commencé à en parler. Les motivations d'achat sont liées à un souci de développement durable. Et ça a vraiment émergé, ça a été accéléré par la crise sanitaire. Toujours dans notre étude avec le Crédoc, on a identifié 84% des Français étaient incités à acheter un produit s'il est issu des circuits courts. 82% des Français sont incités à acheter un produit si l'entreprise veille à la juste rétribution des producteurs. Et puis 77% des Français incités à acheter un produit si celui-ci a des garanties écologiques. Donc vous voyez une forte progression par rapport à 2019. Et ça se confirme. Donc, si je devais faire un petit résumé de ces deux transitions, digitale et écologique, ce serait ça qui serait à retenir. C'est-à-dire qu'on a deux tendances parallèles qui s'enrichissent, qui sont parfois paradoxales, il ne faut pas se mentir. Côté gauche, une explosion irréversible des usages du numérique et du e-commerce. Et puis, côté droit, une aspiration à une consommation plus responsable, durable et locale. Avec du coup une manière de consommer qui évolue. Et cette manière de consommer qui évolue, elle est visible dans ce que nous, on a identifié comme une transition servicielle. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on replace l'humain au cœur des compétences du commerce, on se détache progressivement de l'importance du produit et du prix, même si le prix est fondamental dans le commerce, mais n'empêche, on sait, alors ça c'est une autre étude, on a travaillé avec l'Opsoco, et l'idée c'était de conduire une étude miroir, c'est-à-dire qu'on a mis en regard des perceptions du commerce, à la fois par ses professionnels, donc les enseignes, des experts qui ont un avis sur le commerce, des think tanks, et puis les consommateurs. Et c'était intéressant parce qu'il pouvait y avoir des écarts de perception de ce qu'est le commerce et vers quoi il devrait tendre. Il y avait quatre scénarios qui sont sortis et qu'on a testés auprès de ces trois profils différents. C'est le commerce accompagné. Alors derrière le commerce accompagné, c'est tout ce qui relève de la réassurance et de l'expertise avec la présence du vendeur quand le consommateur le décide.
Donc, vous le voyez, hein, il y a du commerce physique et il y a du conseil derrière qui est attendu dans ce modèle idéal de commerce accompagné. Dans le commerce de lien, là, ce qui se joue, c'est plus l'authenticité, la convivialité, au-delà de la transaction marchande. C'est ce que je vous disais, là, on va au-delà du produit, on va aller vers du service plus. C'est-à-dire que l'acte d'achat c'est pas que l'acte d'achat. On va aller plus loin, on va viser la fidélisation, on va viser une expérience d'achat. Et l'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance à la marque ou au lieu où on va faire ses courses. Le troisième modèle, c'est le commerce distractif. Bon, là, c'est à la fois enfant, adulte, et c'est plus l'aspect festif. Donc, ça va être comment on scénarise l'acte d'achat pour le rendre festif. Et puis, on a le dernier modèle, c'est le commerce hyper fluide. Et là, on est sur le tout technologique. C'est-à-dire qu'on va être sur de la robotisation, on va être sur des caisses automatiques, on va être sur en fait, toute la suppression des irritants. Caisse automatique, miroir qui permet de faire des tests, par exemple, pour le maquillage. Donc, on va supprimer les cabines d'achat parce qu'on va essayer d'accélérer le fait d'essayer les vêtements. Bref, ce commerce hyperfluide, c'est plutôt la suppression des irritants. Et selon vous, si on devait faire le top 2, ce serait quoi les 2 modèles de commerce qui ont été retenus par à la fois les consommateurs et les professionnels du commerce? C'est compliqué, vous n'avez pas de... Est-ce que c'est le commerce accompagné ? Pour le commerce de lien, ouais, il y en a un peu plus. Pour le commerce distractif, il n'y en a pas beaucoup. Et le commerce hyperfluide, quand même, il y en a pas mal. Ah ouais. Ben, c'est ça, commerce accompagné et commerce de lien. Avec, vous voyez, un différentiel de perception. Hein. 42% des professionnels estiment que oui, là où ils sont attendus, c'est le commerce accompagné. Donc c'est le service, c'est le conseil, mais le conseil adapté, pas systématique. Alors que chez les consommateurs, ça arrive à 38%. Le commerce de lien, il y a une identité de conception, puisqu'on est bien à 35%, que ce soit les professionnels ou chez les consommateurs. Donc voilà, on est bien sur du comportemental. C'est ça qui se joue dans l'évolution des compétences et sur les transformations des métiers, c'est qu'il va y avoir de plus en plus le comportemental à travailler sur les référentiels, et c'est pas le plus simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a un commerce idéal dont les leviers d'attractivité se dessinent du côté de l'accompagnement et des liens. Ça, je vous en ai parlé. Et du coup, c'est l'enjeu des soft skills, donc du comportemental, avec une attitude à avoir, des compétences à animer des communautés de clients. Donc là, vous voyez, on est déjà sur il faut jongler entre le présentiel et puis gérer de la data et mieux connaître son client, donc en exploitant l'information à disposition. Apporter une valeur ajoutée à la relation, c'est donc connaître les attentes des clients, être en capacité de renseigner et d'accéder à l'information rapidement. Et puis après, dans les connaissances et tendances et nouveautés, c'est la référence qu'on avait, c'est les cahiers de tendance ou de style. C'est-à-dire que là, on va être dans tout ce qui relève de la scénarisation de l'espace commercial comme lieu d'expérience. Alors maintenant, je vous propose de passer, donc on va dans l'entonnoir. On a vu le contexte avec ces 3 transitions. Et là maintenant, je vous propose de voir les impacts de ces 3 transitions en cours sur les métiers et les compétences. Alors, on a 3 familles qui sont fortement impactées par ces transformations. C'est la vente, du fait de l'environnement omnicanal. C'est la logistique, vous l'avez vu, avec des outils de gestion et de suivi qui se digitalisent pour optimiser les chaînes logistiques qui tendent à s'automatiser. Et puis, ça, c'est des nouveaux métiers qui montent dans le commerce, c'est les métiers de la data, pour alimenter la connaissance des clients et optimiser les parcours utilisateurs et les ventes.
Alors, comment ça se traduit? On a des enjeux. Les enjeux, c'est les nouveaux moyens de paiement par outils digitaux, la multiplication des canaux digitaux, l'intensification de l'exploitation de la data. Ça se traduit en impact, là je vous l'ai présenté par grande famille de métiers. Donc dans la vente, ça se traduit par la nécessité de savoir utiliser des données par le personnel de vente, le développement de l'encaissement vendeur. Dans les fonctions support, c'est traiter la donnée en amont et puis automatiser certaines activités, notamment avec le recours à l'intelligence artificielle. Et puis dans la logistique, c'est la robotique et les services et la livraison. On en a parlé. Après, sur les enjeux écologiques, vous le voyez, les enjeux, c'est la traçabilité, le circuit court, le renforcement de la réglementation dans plusieurs domaines. Plein d'enjeux. David vous en parlera dans le détail, vous donnera des exemples. Il faut connaître les labels, les certifications. Quand on propose du vrac, il faut pouvoir les gérer, les produits. Il faut valoriser les invendus. Réparer les produits, donc ça c'est plutôt pour la vente SAV. Pour les fonctions support, il y a un enjeu de sourcing des produits locaux et durables pour répondre à ce besoin de consommer local, maîtriser les nouvelles normes bien sûr et optimiser la consommation énergétique. Alors tout ça, ça amène à des nouveaux métiers. Alors les nouveaux métiers dans la vente, on a noté l'émergence de conseillers en experts en nutrition, des coachs bio. On a même vu de la vente d'électricité, notamment dans la grande distribution, ou encore des mécaniciens automobiles dans la grande distribution, notamment à Leclerc, je ne dis pas son nom. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux métiers qui sont liés à cette évolution écologique. Après, sur l'évolution liée au mode de vie et à la consommation, c'est principalement la vente qui est impactée par le magasin au cœur du parcours client, comme avec du coup le développement de la polyvalence. Ça, c'est un vrai chantier. Et puis l'aspect d'ambassadeur de l'enseigne. Et alors, dans l'apparition de nouveaux métiers serviciels, on a le personal shopper que vous pouvez trouver dans les grands magasins, par exemple. Voilà. Alors, on va aller plus dans le détail encore. Donc là, je vous parlais, c'était des grandes familles de métiers, des services, enfin des grandes familles de métiers. Là, maintenant, on va aller plus sur les compétences. En fait, on se rend compte qu'il y a peu de nouveaux métiers. Je vous les ai cités, mais c'est encore très confidentiel. J'en ai d'autres. Chef de projet valorisation des invendus, responsable économie circulaire. Alors aujourd'hui, c'est plus des responsables de magasins qui ont une activité qui se rajoute sur la gestion de l'économie circulaire, ou le concepteur d'espaces de vente de seconde main. C'est pas du temps plein, mais on se pose la question. Quand on échange avec certaines enseignes, elles sentent qu'il y a un vrai marché et une grosse croissance en termes de chiffre d'affaires, et donc du coup que ça peut légitimer un métier à temps plein. Donc on est en observation. Tout ça, ce sont des réalités en cours. Mais n'empêche qu'à ce jour, ce qu'on peut dire, c'est que dans le commerce, on n'est pas dans des métiers verts, on est dans des métiers verdissants. C'est-à-dire que on est bien comme, c'est des métiers comme assemblage de compétences, mais il n'y a pas véritablement de nouveaux métiers. Et donc là, quand on a, alors je vous l'ai pas dit, mais ça c'était encore une autre étude qu'on a conduite sur l'impact de la transition écologique dans les métiers du commerce. On a été aidé par ça. Alors, ces études interbranches, je ne l'ai même pas dit, bénéficient de l'appui actif de l'État, puisque ça s'inscrit dans des accords d'engagement de développement et alors attendez, EDEC, donc engagement de développement des emplois et des compétences. On en a eu 2, on en a signé un à 13 branches quand on était Forco en 2017 sur la transition digitale, et puis on en a signé un autre pour les 20 branches à partir du moment où on est devenu l'Opcommerce, et c'était sur la transition écologique. Donc on travaille sur ces sujets déjà depuis 2020, et donc
Dans cette étude, il apparaissait que les 3 métiers les plus impactés par la transition écologique, et ça c'est assez étonnant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, le premier, boucher-poissonnier, le deuxième, responsable de magasin, et le troisième, qui apparaît comme un métier quand même en tant que tel, en lien avec l'écologie, c'est le responsable e-commerce. Donc on a été étonnés, donc on a voulu creuser. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on était face à des compétences évolutives. On a trouvé 9 blocs de compétences évolutives qu'on a cartographiés. Je ne vais pas vous les montrer, ça c'est juste une illustration. Mais par contre, c'est mis à disposition de nos partenaires sociaux. Ça alimente les travaux de certification en cours dans nos branches professionnelles. Et notamment, ça nous permet d'actualiser les cartographies métiers de nos 20 branches professionnelles. Avec ces activités qui sont complètement nouvelles et qui n'apparaissent pas forcément d'ailleurs dans les offres d'emploi. Et justement, ça je fais ma promotion, on trouve tout sur www.lobcommerce.com et je vais même vous prendre la main. Donc là-haut, vous voyez, c'est l'Observatoire prospectif du commerce, vous cliquez dessus et là vous avez toutes les études dont je vous ai parlé. Voilà, www.lobcommerce.com. Et si vous voulez aller encore plus loin, www.l'explorateurducommerce.com, c'est un portail digital. On a digitalisé notre observatoire. Mais pas que, puisqu'on est aussi allé chercher de la donnée externe de Pôle emploi, de la DARES, que l'on a trituré dans tous les sens pour permettre 2 choses. À la fois de proposer des réflexions sur des parcours, des passerelles entre des emplois du commerce. Je dis emploi et pas métier parce que l'emploi, la maille est plus fine et du coup elle parle plus aux entreprises puisque c'est plus sur le périmètre des offres d'emploi. Donc du coup, une cartographie en fait sectorielle, digitalisée qui permet de réfléchir sur les passerelles du commerce et aussi des données chiffrées sur ce qu'est le commerce sur le territoire, au niveau national, avec tout plein de filtres. Je vous incite à y aller et à vous y perdre. Il y a des entrées par catégorie de besoins, donc de profils, entreprises, branches, partenaires. Donc là, dans le partenaire, c'est tous les institutionnels et notamment les institutionnels régionaux pour avoir une donnée régionale. Et puis les particuliers, qu'ils soient salariés, en reconversion, demandeurs d'emploi ou jeunes qui se demandent ce que le commerce offre comme métier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Émilie. Est-ce que, avant de passer la parole à David qui va illustrer de façon très concrète ces 3 grandes tendances, par des actions qu'il a mises en place chez Caparca ou qu'il va développer. Est-ce qu'il y a déjà une première question spécifique, quelqu'un qui veut réagir spontanément par rapport à la présentation d'Émilie? Oui, vas-y. Je t'apporte le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très fine qui me parle beaucoup parce que je travaille justement, par exemple, pour Mediapost, c'est le sujet de l'humain et de la proximité. Voilà, c'est un vrai sujet sur ces tendances. On parle aujourd'hui de l'INH, donc en fait, même le commerce qui se situe, donc qui s'intègre dans le domicile, c'est ça qui est important, que le digital, c'est très bien, mais le physique, on a besoin, après la crise, de ce contact physique, de cette proximité physique. Alors j'ai une question juste par rapport à vos études. Est-ce que vous travaillez avec la Fédération du commerce coopératif et associé, vous savez, la FCA, qui viennent... Oui, je vous laisse, oui. Alors, je les connais, mais on ne travaille pas avec eux. En fait, on est en lien via le Conseil du commerce de France, dont ils sont adhérents au CDCF, mais par contre, ils ne font pas partie du périmètre des fédérations professionnelles patronales des 20 branches chez nous. D'accord. Mais merci. Je les connais. Très bien, merci. Merci beaucoup, parce qu'en fait, ils ont aussi fait... Ils ont réalisé des journées où je sens qu'il y a justement des interférences très sympathiques. Voilà. Merci beaucoup pour le détail. Merci Fauzia. Est-ce que... Bonjour à tous et à toutes. Donc Christopher Belliard, président du conseil de l'IUT de Paris Rive de Seine.
Merci pour la présentation. Alors, je suis très heureux à titre personnel que l'humain soit au cœur du processus de vente. Je milite pour ça en permanence et j'y suis moi-même en tant que consommateur et acheteur très sensible. À titre professionnel, j'ai cofondé une entreprise qui développe des applications web et data, justement. Et en parlant de data, c'est juste une remarque, pas vraiment une question. Il faudrait, je pense, faire attention à ce que l'humain reste bien au cœur du processus de vente et éviter de se cacher parfois derrière des algorithmes, quels qu'ils soient, qui calculent tout un tas de choses et qui délivrent des réponses à des questions que parfois on n'a même pas. J'ai quand même la sensation que de nombreux jeunes, donc étudiants et jeunes diplômés, souhaitent s'orienter vers des métiers de la data, pensant qu'ils vont pouvoir remplacer d'une certaine manière tout le travail humain qui est fait derrière la conception d'un produit, la recherche de prospects, la compréhension de ce qu'est un client, et évidemment le processus de vente. Parce qu'on voit aujourd'hui énormément de projets d'intelligence artificielle dans les métiers des ressources humaines, ce qui personnellement me choque complètement, et j'ai quand même l'impression que c'est totalement voué à l'échec, mais bon, ça c'est un avis personnel. Comment détecter un salarié ou une salariée qui va bientôt démissionner? Peut-être que la première solution serait tout simplement de former les managers, voilà, et peut-être faire en sorte de faire des points. Donc voilà, c'est juste sur ce point-là, je pense que dans les IUT, on serait bien avisé de continuer à transmettre des compétences humaines, de compréhension d'autrui, de sciences humaines, de communication, et peut-être d'alléger un peu le poids qui est mis, ou la pondération qui est mise sur la data, même si c'est un outil formidable. Voilà. Merci. Merci pour cette remarque. C'est vrai que dans l'étude de l'Obsoco, l'étude miroir, les écarts les plus grands qu'on constatait dans la perception du commerce idéal, c'était sur tous les aspects technologiques. Et on s'est rendu compte que les professionnels du commerce étaient très technophiles et on oubliait parfois des attentes des consommateurs qui n'étaient absolument pas sur ces champs-là. Très bien, merci Émilie pour ces retours. Donc David ? Il y avait peut-être d'autres questions, je ne voulais pas couper court à cet élan d'intérêt. Allez-y, on reprendra les questions après. Voilà, simplement pour réagir à la remarque de monsieur sur le sujet de la data à appliquer aux ressources humaines, à la science dite molle, qui est la science humaine. Et c'est un RH qui vous le dit, donc je suis encore plus à l'aise de vous le dire. Désolé monsieur, mais tout est catégorisable. Vos émotions peuvent être intégrées dans une IA. Malheureusement, après je dis malheureusement parce qu'il faut voir quelle utilité il en est fait derrière, bien entendu, mais j'ai dû moi-même me rendre à l'évidence, après avoir lutté de nombreuses années en disant non, laisse-nous cette magie de l'improvisation et de l'humain. Non, malheureusement la technique est beaucoup plus forte que nous. Oui, après c'est l'utilisation qu'on en fait. David, c'est à vous, restez on stage et allez-y, parlez-nous concrètement comment ces tendances se traduisent. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est hyper intéressant et rassurant quelque part de voir tout le boulot prospectif qui est fait, que vous a montré Émilie. Hyper intéressant et rassurant parce que vous allez voir que ça correspond aussi à ce que nous, professionnels, on constate sur le marché et ce qu'on essaie d'impulser pour pouvoir répondre au marché. Donc l'idée là est plutôt de vous montrer un peu les exemples concrets qui correspondent et qui font écho à cette étude. Émilie vous a parlé tout à l'heure de transition digitale. Ok, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on entend parler de ça, le digital, les outils digitaux, le numérique. Quelle forme ça prend aujourd'hui dans le monde du commerce ? Et notamment à travers, là aussi un terme qu'a évoqué Émilie, l'omnicanalité. Comment on fait aujourd'hui pour utiliser le digital en gardant la logique de l'omnicanalité ? Alors, nous, on a essayé avec nos petits moyens de garder cette approche multicanale pour nos vendeurs appliquée aux outils du numérique. Ça veut dire quoi ? Vous allez le retrouver à travers typiquement le site web.
Ça, pour faire du business, aujourd'hui, tout bon commerçant doit se doter quand même d'une plateforme web. Sur ce site web, effectivement, le client va pouvoir y retrouver des infos, des actus, des renseignements sur ses produits et commencer à prendre contact avec le commercial. Le contact, il va se faire aussi par le biais de la vente à distance. On l'oublie un petit peu trop souvent, mais c'est aussi un canal que vos étudiants et que nos commerciaux doivent maîtriser. Il y a d'énormes plateformes de téléconseil en France, pas forcément offshore, ça existe aussi en France, et la plupart des ventes se fait aussi par ce biais-là. Les smartphones, qui n'a pas de smartphone dans la salle ? Ouais. On vit tous avec ça, on est d'accord là-dessus. Et on vit tous avec ça de manière assez différente en utilisant tous les services que cet outil-là nous met à disposition, y compris les services commerciaux. Les réseaux sociaux, là, on va parler de social selling, bien entendu. Je suppose que c'est déjà le cas dans vos parcours de formation, mais n'hésitez pas à réinsister là-dessus avec vos étudiants. On constate, nous, aujourd'hui, chez cas par cas, sur une petite population de 500 vendeurs, donc c'est pas très gros, un manque cruel, mais vraiment cruel, de l'utilisation, on va dire, organisée des réseaux sociaux à des fins commerciales. Ils ne savent pas les utiliser dans cette optique-là. Il y a un terrain de jeu fabuleux. Voilà. Et puis, je vous en parlerai tout à l'heure, le catalogue, mais on va voir sous quelle forme aujourd'hui le catalogue il est utilisé. Ça, c'est pour la partie multicanal. Le web, la digitalisation de nos comportements, a aussi influencé les consommateurs que nous sommes, qui passent de consommateurs à consomme-acteurs. C'est le client sachant. D'accord ? Aujourd'hui, hier, vous enseignez à vos étudiants que c'était eux les vendeurs, c'était eux qui avaient le pouvoir. Ça, c'est fini, bien entendu. La data, on en revient à ça, la donnée, l'information, elle est accessible partout, par tout le monde. Et ce qu'on essaie d'expliquer, nous, à nos commerciaux, c'est que bien souvent, le client qu'il a en face de lui ou le prospect, il en sait bien plus que lui sur ce qu'il est en train de lui vendre ou ce qu'il est en train d'essayer de lui vendre. Le consomme-acteur. Pour ça, je vais vous montrer un tout petit film, ça ne dure pas très très longtemps, mais pour vous montrer comment on a essayé d'illustrer ça comme levier pédagogique pour nos commerciaux. Si vous pouvez cliquer sur... Voilà. Alors, normalement, il y a du son. Voilà. Ce futur client qui a rempli une demande de devis sur le site Caparca, puis a été
Alors, désolé, hein, vous allez manger du cas par cas encore pendant une bonne demi-heure. Là, sur ce petit film, en fait, c'est ce que Émilie appelait tout à l'heure le côté serviciel. C'est quelle valeur ajoutée j'apporte à mon client. Et en moins de 2 minutes, on a traité du social selling à travers les réseaux sociaux. On a traité la notion d'avis. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on va chercher un avis auprès d'un client ? On a traité le devoir de conseil auprès du client. On est bien au-delà de la simple vente d'un produit. Hein, et c'est ça aussi l'impact du web. Encore plus aujourd'hui, là, on avait cité un chiffre de 2018, inutile de vous dire qu'après le Covid, ce taux-là, il a bien augmenté. Dernier exemple sur les outils du numérique, le catalogue, le fameux catalogue. Alors, je ne veux pas vous parler de cas par cas, je vais vous parler de la Redoute, le catalogue La Redoute. Tout le monde l'a bien en tête, ce catalogue-là. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé avec La Redoute. C'est quand même une angel story magnifique. Énorme exemple de mutation technologique de cette enseigne-là, par les 2 repreneurs qui étaient les 2 dirigeants. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont revendre leur boutique à Lafayette, aux Galeries Lafayette. C'est l'utilisation, l'exemple même de ce qu'on aurait pu appeler un outil obsolète, le catalogue papier, en une fabuleuse success story. Donc, ça prend du temps. Nous aussi, on est confrontés à cette inertie-là. On a un catalogue, un gros catalogue épais, un peu moins épais que celui de la Redoute, mais il existe encore en format papier. Plus pour très longtemps. Donc on y va étape par étape. Pourquoi ? Parce que c'est un outil aussi de méthode de vente encore terriblement utilisé par les commerciaux. Cet outil-là, il faut qu'on le transforme, mais toujours en répondant aux besoins du commercial. Donc première étape, ce qu'on a, si vous voulez bien cliquer, il y a un lien hypertexte sur l'image, la première image. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir accès. Non, la première. Alors non, ouais, c'était avant. Ce catalogue papier, en fait, on l'a digitalisé. Dans un premier temps, avec une approche interactive. C'est-à-dire que... non, le lien ne fonctionne pas ? Ah oui, il faut que vous changiez d'écran, c'est pas grave. On l'a mis sur un cloud et le commercial a la possibilité de naviguer, de feuilleter en mode flipping book ce catalogue avec son client ou son prospect. Avec en fait, sur ce cloud et sur ce document numérique, la possibilité d'aller chercher des films, la possibilité d'aller au-delà de ce qui est présenté dans le catalogue. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et là, si vous voulez bien cliquer sur la deuxième image qui était en mode défilement, qui devrait aboutir normalement fin de cette année, début d'année prochaine, c'est encore une fois faire vivre une expérience commerciale au client. C'est-à-dire qu'on passe du catalogue papier à un configurateur avec le client. Et ça, vous l'avez dans quasiment toutes les grosses enseignes de retail, notamment dans le monde automobile. Où qu'est-ce qu'on va proposer au client ? On va lui proposer de choisir ses options, de choisir ses couleurs. On va lui proposer de voir le produit en différents angles de vue. On va le mettre en animation, ce produit, en éclatant les vues, etc., etc. Sauf que ça, encore une fois, ça demande un petit peu de formation, un petit peu de méthode des commerciaux que vous formez pour savoir comment, et là je vous rejoins tout à l'heure sur l'humain, comment garder le lien en fait avec le prospect et le client en utilisant un outil qui pourrait briser ce lien. Enfin, vous le voyez bien, c'est de l'image animée. Toute image animée, à un moment donné, quand vous regardez la télé, vous ne discutez plus avec votre voisin. Ça, c'est la même chose dans la démarche de vente. Donc, comment on fait pour garder en fait l'avantage d'un super produit dans le process de vente, tout en gardant le lien avec l'humain, avec le prospect ou le commercial. Voilà ce que je voulais vous dire sur les outils numériques. Bon, après, on peut passer. La proximité. Là aussi, Émilie l'évoquait tout à l'heure. Alors, c'est là où c'est un savant mélange, en fait. Un mélange de quoi ? Un mélange de worldwide, d'approche worldwide. Alors, nous, on n'est qu'en France, hein. Mais quand on parle de site internet, forcément, on touche l'humanité. Ce n'est pas notre cas encore. Mais un mélange de ça et un mélange de proximité.
Là aussi, ce qu'on essaie d'expliquer à nos commerciaux, c'est que la proximité, elle est liée donc à un secteur, à une région, où à chaque fois le commercial va pouvoir rentrer en contact avec son marché à travers différents leviers. Les magasins, bien entendu, ça c'est propre à tout retailer, mais aussi la partie centre technique, à travers des camionnettes, des fourgons où il va y avoir un logo d'entreprise, à travers des stands en galerie marchande, le même client que vous avez rencontré à son domicile, en porte-à-porte, puisqu'on parlait tout à l'heure de face-to-face sur l'acte de vente à domicile, il va pouvoir aussi peut-être vous rencontrer lorsqu'il va aller faire ses courses le samedi. Et puis, lorsque le dimanche, il va emmener ses enfants au stade de foot, de rugby, de volley, là aussi, il va de nouveau rencontrer l'enseigne. C'est cette approche-là qu'on a choisie chez Caparca, cette approche de proximité. D'où, peut-être contrairement à d'autres enseignes de la distribution, moins de télé, moins de radio, d'abord parce que ça coûte aussi très très cher, mais parce qu'il y a aussi une approche stratégique de proximité. Voilà. Je suis allé trop vite. Oui, la proximité, vous pouvez aussi la voir malgré tout avec l'outil numérique. Je vous explique. Le sujet, c'est de rester en contact le plus possible avec son marché. Vous l'avez vu physiquement, avec la mapping, quelle forme ça peut prendre. Maintenant, on a encore une fois des outils numériques qui nous permettent de l'être H24. C'est pour ça qu'on a développé une appli, si vous voulez bien lancer le film. Toujours orienté, proximité client, gardez le lien. Dans le monde de la menuiserie existe. Il s'agit de l'application Caparca pour smartphone. Nous sommes la seule société du secteur à avoir développé une application aussi complète. Vous devez l'utiliser au quotidien et inciter vos prospects et vos clients à la télécharger pour communiquer avec eux. Ça se fait en quelques secondes. Votre client est à présent en contact privilégié avec Caparca, quel que soit l'état d'avancement de son projet. Dans un seul et même outil, il peut simplement lancer une visio, lancer un appel téléphonique, être rappelé par Caparca quand il le souhaite, chatter avec le service client, envoyer un email, suivre l'actualité Caparca sur les réseaux sociaux. Vrai gage de satisfaction, cette application permet un accompagnement optimal de nos clients. À tout moment, ils peuvent nous contacter pour toute question, par exemple autour d'un projet ou d'une installation. Caparca a également pensé cet outil comme un compte client. Dans la pratique, le technicien conseil invitera donc son client à télécharger cette appli afin d'avoir une visibilité en temps réel de l'avancement de son projet. Pour cela, Caparca lui enverra par email les identifiants de son compte client dès l'enregistrement de son contrat. En résumé, cette appli est un moyen incontournable pour développer la proximité client avec l'enseigne Caparca et ainsi garantir une qualité d'accompagnement irréprochable. Voilà, autre exemple qui prouve que même avec le numérique, on peut quand même garder du lien. Hein, c'est un lien différent, ok, mais ça marche. Le lien, on l'a aussi via la relation de confiance. Là, on rejoint des pratiques éthiques de business. On va chercher, Émilie parlait tout à l'heure de sincérité dans l'acte de vente, d'authenticité. Là aussi, c'est fini, hein, la vente à coup de marchepied faut arrêter ça tout de suite. Je sais qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont sous le charme des youtubeurs et autres et de la vente facile, mais c'est pas comme ça qu'on fait du business pérenne. Donc là, encore une fois, l'évolution du marché nous a apporté une formidable opportunité via les plateformes d'avis. Cusplace, Trustpilot. Dans cette même logique de garder le lien, avec un lien d'authenticité, on forme nos vendeurs à amener en fait l'enquête de satisfaction via la relation. Encore une fois, il faut que ce soit fluide, rapide. Donc, on leur a mis à disposition un QR code. Le QR code, ils le présentent à leurs clients. Et ça génère ce que vous ne voyez pas là, cette question.
Donc encore une fois, la simplicité, base d'étoiles, 5 étoiles, hein, on connaît tous ça, y compris dans nos actes de consommation, avec un petit peu de verbatim quand même pour pouvoir exploiter des choses qui pourraient être un petit peu plus précises. Et c'est tout. Et ce QR code-là, il est intégré dans le CRM. Encore une fois, je garde le lien et je vais garder le lien même après ma vente. Je ne me contente pas simplement de l'acte de signature de mon contrat. Monsieur le client, vous avez été satisfait de l'expérience que je vous ai fait vivre ou pas? Bah, dites-le moi, allez-y. Voilà. Cusplace a l'avantage d'être normé NF, donc avec de l'avis authentifié. Je ferme ma parenthèse. L'autre avantage aussi, de répartir en fait les avis sur d'autres plateformes. Passe jaune, Google, pour les clients qui auraient des comptes Google, et donc Cusplace. Ça, je passe. C'était sur le côté serviciel. Soft skills, parce que là, je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus. Je lance une bouteille à la mer. Un appel au secours. Je ne sais pas comment vous le dire. Et si vous l'avez déjà intégré dans vos programmes, chapeau bas. Merci d'avance de former vos étudiants aux compétences relationnelles, s'il vous plaît, aux compétences comportementales, à la façon dont ils entrent en interaction avec leurs clients, leurs prospects. S'il vous plaît. On parlait de l'humain tout à l'heure, c'est l'ADN du business. Il n'y a pas de business sans mise en relation. Et il n'y a pas de mise en relation sans prise de conscience de qui je suis, de la façon dont je suis structuré, de ma personnalité, de ce qui me caractérise. Ces clés-là, elles sont difficiles à comprendre et à intégrer, je le conçois bien, y compris pour des jeunes qui n'ont pas forcément cette maturité-là, mais ça va aussi leur permettre, au-delà de ce que ça leur apporte pour eux-mêmes, d'avoir des clés de lecture de la personne qui est en face d'eux. Donc, nous, on travaille avec un petit outil qui est très simple, que vous connaissez peut-être, sur la base des travaux de William Marston, qui est le disque. Les couleurs que vous voyez là sont plutôt simples de lecture pour les commerciaux. On ne rentre pas dans les tests psychologiques de type MBTI, beaucoup plus poussés via les théories jungiennes, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Marston, c'est celui qui a inventé pour les fans de comics le personnage de Wonder Woman. Du coup, on s'en sert aussi pour redresser un petit côté performance, super-héros à nos commerciaux. C'est simple, de lecture, d'utilisation, c'est des petits tests qui ne durent pas très très longtemps. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Il ne s'agit pas de rentrer dans une thérapie de 50 ans sur les personnalités, ce n'est pas ça l'objectif. Mais encore une fois, c'est de leur apporter de la valeur ajoutée sur qui ils sont. Et sur les clés de lecture de la personne qu'ils vont rencontrer. Je vous l'ai peut-être pas dit au début, mais effectivement, notre business model, il est basé sur l'acte d'achat à domicile chez les clients. Il y a de tout, Il y a de tout. Donc, il faut qu'on puisse équiper notre force commerciale par rapport à cette diversité. Voilà. La data. Alors, on en parlait tout à l'heure sur le ton de la rigolade, mais ça, c'est pareil. Si vous pouvez nous aider à gagner un petit peu de temps sur la façon dont les commerciaux rentrent dans cette dynamique de données, d'indicateurs, de performance, d'analyse de leur tableau de bord, ça nous ferait gagner nous-mêmes beaucoup de temps. Nous, la data, on l'exploite avec un CRM classique. On utilise Salesforce, qui est un gros éditeur mondial, qui est basé sur une technologie cloud, pour, là aussi, en temps réel et en mobilité, parce qu'ils ont tout ça sur leur smartphone, bien entendu, leur permettre d'avoir les indicateurs concernant leur activité opérationnelle. Voilà. Là aussi, j'ai un petit film, si vous voulez bien cliquer sur l'image.
repousser les anciens clients, mais surtout de revoir ces derniers sur le terrain. C'est une manière d'avoir des compléments de travaux, mais c'est aussi une manière efficace de parler du parrainage ou poser des panneaux de chantier chez nos clients. Ça, c'est pareil, on est toujours très, très malheureusement surpris du manque d'utilisation organisée, méthodique de l'acte d'achat, enfin de l'acte de vente. On n'arrive pas à faire comprendre aux commerciaux qu'ils doivent revenir en arrière, prendre le temps de l'analyse sur cet acte d'achat. Alors, à confronter avec ce que vous vivez au sein de vos étudiants, mais effectivement, on est sur des profils qui sont sur le temps de l'action, sur le temps du moment, OK. Mais une fois que tu as signé, une fois que tu as fait ton chiffre d'affaires, il se passe quoi? Comment tu fais pour t'améliorer? Comment tu as relu ce qui s'est passé sur la semaine, sur le mois? Nous, on travaille à la semaine. On est sur des semaines, un timing anglo-saxon du mardi au mardi. Toutes les semaines, il y a une consolidation de tous les résultats de la société à l'échelle France. Mais jusqu'au niveau du vendeur. Je pourrais vous montrer sur mon téléphone, je sais à chaque semaine quel est le meilleur vendeur à l'échelle de la France. Quel est le panier moyen? Quel est son taux de transformation? Combien il a récupéré de leads commerciaux? Etc. etc. C'est une mine d'or, ces CRM. Une mine d'or sous-exploitée. Donc si vous arrivez à lancer cette dynamique d'analyse de l'indicateur, de l'activité opérationnelle dans vos cursus, on aura gagné du temps. Je terminerai par le côté transition écologique. Là aussi, Émilie vous en a bien parlé sur une des transitions. Alors là, elle est en cours, effectivement, mais qu'on constate déjà, nous, sur le terrain. Et encore, on est dans le milieu du bâtiment, donc on est presque très en retard sur les filières soumises à la REP. La REP, ça parle à tout le monde? Non. C'est la responsabilité élargie du producteur. Élargie, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Responsabilité élargie du producteur. En gros, c'est le producteur, le pollueur-payeur. Voilà. Ça date quand même de 75. Mais vous voyez qu'en termes d'obligations légales, ça a été progressif. Nous, on se situe sur les produits du bâtiment, ici, donc 2022. 2022, normalement, nous, ce qui nous concerne, c'est surtout les déchets de chantier. Effectivement, on va devoir expliquer au marché comment on, cible les déchets de chantier, comment on les évalue en termes de tonnage, comment on les traite, comment on les valorise, comment on les collecte, comment on les stocke. Voilà. Et ça, c'est une approche, je dirais, législative de la transition écologique. Je dirais à marche forcée par l'État. Et encore, vous voyez, par secteur d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vos étudiants s'ouvrent en fait, s'ouvrent leur chakra sur à la fois le produit qu'ils ont à vendre, leur méthode de vente, mais pas que. Qu'est-ce que dans mon activité de vendeur, l'enjeu écologique a comme impact? Et qu'est-ce que la législation va me demander de faire? Eh ben, elle va me demander d'expliquer la petite ligne écotaxe à mon client. De lui dire pourquoi, effectivement, ça coûte un petit peu plus cher que la tarification du produit. De lui expliquer aussi comment je vais valoriser son ancienne menuiserie, comment je vais la stocker, etc. etc. Tout ça, bien sûr, avec le devis en face. Ça, c'est pour l'approche législative. Après, il y a la même chose, mais cette fois-ci d'un point de vue, j'allais dire, un peu plus friendly, c'est-à-dire du côté marketing. De plus en plus, il va falloir, quels que soient les secteurs d'activité, que la distribution intègre l'enjeu écologique dans son offre produit. Alors, c'est simple, ça ne se fait pas par 36 manières. C'est quoi les facteurs de différenciation écologique du produit que je vous vends, madame, monsieur? En quoi il est dit écologique, voire vert? Alors là, je vous ai donné un exemple d'une menuiserie PVC. On peut se dire que le PVC, ce n'est pas franchement écologique, issu des produits pétrochimiques, etc. Sauf qu'on est capable d'intégrer de la fibre de verre dans du produit PVC pour renforcer quand même sa solidité et mettre un petit peu moins d'acier. Moins d'acier, ça veut dire moins de consommation de CO2.
On est capable également de recycler le PVC, y compris dans des menuiseries neuves, etc. etc. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi, au-delà du produit, que le commercial doit apprendre d'autres concepts. Là, je vous ai montré juste avant l'approche législative, mais le concept, par exemple, de l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est consommée pour produire le produit dit vert. Éolienne, panneau photovoltaïque. Ouais, c'est du produit vert. Sauf qu'avant ça, il a fallu consommer de l'énergie pour pouvoir le produire. Est-ce que la consommation de l'énergie nécessaire à la production de ce produit fait qu'en rentabilité, c'est intéressant pour l'économie et pour la Terre ou pour la planète ou pas? Si je mets 50 ans pour rentabiliser toute l'énergie, tout le CO2 que j'ai dépensé pour produire mon produit, on peut se poser la question. Donc ça veut dire que les commerciaux doivent aussi, encore une fois, s'ouvrir les chakras et aller au-delà de l'approche méthode de vente, de l'approche purement produit. Le cycle de vie, voilà, c'est l'ACV, dans le jargon, l'analyse du cycle de vie du produit. L'enjeu écologique, il a aussi eu un impact, Émile l'a rappelé tout à l'heure, sur l'approche en fait, de notre marché. Alors ok, contraints et forcés, confinement, on s'est moins déplacé, d'accord. Donc on s'est moins déplacé, donc on a un peu plus consommé via le web. C'est vrai, sauf que la tendance, elle n'est pas uniquement conjoncturelle, elle est structurellement marquée. Je vous ai remis juste le nombre de contacts à l'heure où je vous parle depuis le début de l'année. Ce qu'on appelle le passif chez nous, c'est tout ce qui n'est pas issu de l'activité du commercial même, avec la grosse partie qui correspond en fait à de l'acquisition de leads via le web. D'accord ? Campagne de SIA, SEO, display, Google AdWords, enfin voilà, je vous passe les détails. Ben, vous voyez qu'on est vraiment plutôt sur une tendance 80-20 que 50-50. Quoi. Et regardez les taux de variation que ça génère sur la partie donc passive, on est en croissance d'une année à l'autre de 7,5%, et sur la partie active, on est en nette décroissance de 22%. Voilà. Donc ça veut dire là aussi que les futurs commerciaux doivent vraiment prendre cette évolution du marché à bras-le-corps pour se dire comment moi j'adapte aujourd'hui ma chasse de leads commerciaux, l'approche de mes clients, la recherche, la contractualisation, etc. Voilà, je terminerai, et je suis encore à peu près dans les temps, 5 minutes, largement. Je terminerai par le sujet des leviers pédagogiques. Donc tout ce que je viens de vous montrer, en fait, on l'anime dans le cadre d'un organisme de formation qui nous est propre. Et on essaye là aussi d'utiliser des nouveaux leviers pédagogiques pour pouvoir accrocher en fait notre population. Et on a fait un choix il y a 2 ans, un tout petit peu avant le Covid d'ailleurs, c'était déjà lancé avant le confinement, de digitaliser notre offre. Alors là aussi c'est très à la mode, je sais, j'imagine que vous êtes tous harcelés de pure players qui vous vendent des LMS dans tous les sens. Sauf que ça fonctionne vraiment à condition que on puisse le mixer avec une approche plus académique, c'est-à-dire plus présentielle. Et nous, on a fait un choix de blended learning, clairement, en disant on vous met à disposition, dans le cadre de l'OF, des parcours digitalisés, via un LXP, accessible partout, bien entendu, multi-device, tablette, PC, smartphone, évidemment, dans lequel vous allez pouvoir retrouver sous forme de playlist, comme tout, comme Spotify, le contenu de votre formation, avec un système architecturé de la façon suivante: avant votre cours en présentiel et après votre cours en présentiel. Et derrière, c'est de la lecture, c'est de la consommation. Moi, j'ai voulu quelque chose je dirais, basé sur du picking, en fait. Vraiment, ça m'intéresse, je prends, je pioche. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des figures imposées, évidemment, parce qu'on est sur des parcours certifiants, quand même.
Donc il y a des figures imposées, donc il y a des quiz, il y a des évaluations de la connaissance acquise. Et tout ça, ensuite, on vient renforcer en fait la transmission du savoir en présentiel et bien sûr sur le jury d'évaluation. L'autre avantage que ça a, c'est que c'est basé aussi sur, là aussi, du partage, une approche réseau social. C'est-à-dire qu'un apprenant, il est capable lui aussi de poster un truc intéressant qu'il a pu voir sur tel ou tel article, sur tel ou tel site web. Alors ok, c'est à modérer, hein, il faut mettre en place un modérateur pour être sûr que ce qui est publié corresponde quand même au parcours de formation, mais ça génère de la richesse. Et ça, c'est super intéressant à exploiter derrière. Voilà. Et l'idée aussi, c'est ensuite d'aller créer des parcours en co-développement sur la base de cet outil-là. C'est l'exemple que je vous montre avec les compagnons du Tour de France, où, et là ça rejoint aussi ce que disait Émilie tout à l'heure, on est allé chercher leur titre CAREB, chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment, pour pouvoir aller plus loin que de la vente de menuiserie, et pour pouvoir proposer aux clients une approche conseil. Et ça, on le fait avec des experts du métier, avec des gens qui maîtrisent à la fois le contenu de ce parcours-là et à la fois le secteur d'activité que sont les compagnons du Tour de France. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci David. Je crois que là, on a un bon exemple qui montre l'évolution absolument incroyable des métiers du commerce et puis des compétences requises depuis finalement assez peu de temps, hein, puisque ça s'est accéléré avec le Covid, mais c'est un mouvement qui s'est engagé il y a quoi, 3-4 ans, hein. Est-ce que vous avez, il nous reste 5 minutes, est-ce que vous avez une question pour David? Est-ce qu'il y a... oui, je vous en prie. Roderick Canon, responsable grand compte dans le domaine de l'énergie pour l'industrie. Par rapport à... Il y a beaucoup de manipulation de data, de plus en plus dans le commerce. Quelle est votre politique de formation, ou en tout cas de sensibilisation au RGPD je pose la question parce que hier je me suis tapé 4 heures de réunion RGPD et on m'a expliqué que j'allais arrêter de faire du commerce. Je vous comprends. Alors que j'en fais depuis 20 ans, mais c'est très compliqué. Ouais, énorme enjeu. Alors effectivement, le RGPD, c'est, on va se le dire, hein, c'est une vraie contrainte nécessaire. Hein. Mais là aussi, c'est compliqué de faire comprendre à des commerciaux qui travaillent à l'ancienne, c'est-à-dire ou qui travaillaient à l'ancienne avec le petit carnet, je prends des notes, comme vous faites là, hein, hop, je prends un numéro de téléphone, le nom, le prénom. Non, c'est fini tout ça. Tout ce que tu récupères du client ou du prospect, tu le mets dans le système. Et si tu le mets dans le système, c'est que tu as son accord. Donc tu fais signer le client et le prospect. Voilà. Donc là aussi, dans ce que vous allez proposer comme parcours de formation à vos étudiants, il va falloir vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire comment j'aborde mon approche de prospection ou de vente avec, quelque part, cette contrainte législative et comment je l'explique au client, en fait, de manière fluide, simple, pour que ça ne soit pas un frein en fait, à la vente. Le vrai enjeu, il est là. Après, c'est une nécessité. Hein. Là aussi, il faut qu'ils aient conscience que c'est devenu un business, la data. Hein. Aujourd'hui, vous avez des marketplaces qui vous font payer un droit d'entrée, bien entendu, avec votre enseigne. Mais derrière, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles qui récupèrent la data des visites, la typologie des visiteurs. Et elles vous le revendent. Voilà le business aujourd'hui de la data, hein, clairement. Hein. Merci. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'une dernière... Oui. Anne-Marie Gélonec, agence Bergamote. C'est plutôt une réflexion que j'ai sur ce que vous avez dit sur Profil Disque. Vous avez été, je trouve, un peu sévère avec cet outil. Moi, je l'utilise beaucoup. Je pense que ça peut être assez puissant, en fait. Et j'ai remarqué, moi, parmi les alternants qu'on accueille chez Bergamote, certains l'utilisent effectivement dans leurs écoles. Certains le découvrent complètement quand ils arrivent chez Bergamote, parce qu'on le fait passer à tout le monde. Mais certains le connaissent quand même déjà dans certains instituts et écoles de formation. Oui, alors loin de moi l'idée de décrédibiliser cet outil, hein, sinon je ne l'utiliserais pas si je ne le trouvais pas intéressant, évidemment.
Non, je voulais juste dire que c'était un outil facile de lecture et simple d'utilisation. Voilà. Et que pour l'avoir comparé avec d'autres tests, alors je ne vous parle pas du Rorschach, hein, tout ça c'est obsolète, mais typiquement je parlais du MBTI, là pour le coup vous êtes sur un outil qui est trop puissant, enfin, ou trop compliqué à utiliser par rapport au disque. Et c'est effectivement pour ça que nous on a utilisé le disque. Le sujet la typologie des couleurs et la répartition des comportements et des moteurs aussi. Le sujet des moteurs, il est hyper intéressant à exploiter. Ouais. Non, c'est un très très bon outil. Ouais. Très bien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de remercier encore une dernière fois Émilie et David. Merci beaucoup. C'était très riche, très complet. Et je vous donne rendez-vous. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les compétences dans le domaine de la communication, des médias, des industries créatives, c'est ici dans 15 minutes. Voilà. Bonne pause à vous.